Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le Sénégal sous Wade. Point de vue. Collection dirigée par Denis Prienne. Et François Manga Akoa. Déjà paru. Gérard Bossolasco, Éthiopie à la une. Journaux et publicités. 1865 à 1935, 2010. Jean-Célestin EDJ-ANGUE, Les colères de la faim, 2010. Jean-Célestin EDJ-ANGUE, Cameroun, Un volcan en sommeil, 2010. Gilbert Top, Communication politique et développement en Côte d'Ivoire, 2010. Alexandre Wattin, Les détachements Hawk-Épervier au Tchad 1986 à 1989, 2010. Essai à Mouzou, Gilles-Christ Olympio et la lutte pour la libération du Togo 2010. Alexandre Gerby, Décolonisation de l'Afrique ex-française 2010. Ignace Niang, Le développement de l'Afrique, un devoir pour les Africains 2010. Yahya Sy, Légitimation de l'esclavage et de la colonisation des nègres 2009. Emmanuel KNGNEPO-KAM, La France et les États-Unis au Cameroun 2009. Raphaël BINDARYE, Le bonheur d'un couple. De 20 à 80 ans 2009. Cyriaque Magloire Mongo des ZON, Relever les défis électoraux en Afrique 2009. Cyriaque Magloire Mongo des ZON, né après les indépendances 2009. Viviane GNAKLEAGNERO, Crise ivoirienne. Se projeter au-delà des présidentielles 2009. Théodore OTTROABI, De l'Union africaine à un État fédéral africain, 2009. Étienne Marcelin NGBANDABANDOA, Ces jeunes-là, 2009. Anselme MACKOUMBOUNKOUKA, Un général dans la tourmente, La guerre du 5 juin 1997 au Congo, 2009. À mes très chers parents à qui je dois tout. À mon cher collègue Adama Faye, professeur au lycée Amadou Ndaksek de Thiès, qui a bien voulu avec une totale abnégation, relire et corriger cet ouvrage et dont les observations m'ont été d'une utilité essentielle. À Madame Kitane pour tout, à mes frères et sœurs qui m'estiment beaucoup. Je voudrais faire un remerciement spécial à mes oncles Abdou et les Kitane pour leur soutien constant et sans faille. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette production. Introduction. Décadence des valeurs morales et végétation d'une démocratie. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. George Orwell. C'est une constante qui a presque valeur de loi dans les sociétés démocratiques. Le sentiment de liberté et surtout celui d'égalité introduisent dans la société des nivellements exceptionnels qui font disparaître les barrières traditionnelles qui séparaient les individus dans le passé prédémocratique de l'humanité. Aussi, la société démocratique est-elle sujette à de nombreuses agitations et à des mouvements infinis. Les citoyens sont tellement imbus du sentiment d'égalité que chacun nourrit légitimement le sentiment qu'une ascension aux sommets de la pyramide des responsabilités, des honneurs et des richesses lui est parfaitement accessible. Cependant, dans cette gigantesque et effrénée mobilité vers les sommets, les confusions ainsi que les dérapages de toutes sortes ne manquent pas. Le sentiment de l'individualisme conjugué à celui de égalité fait que les uns et les autres ne sont plus tout à fait conscients de leurs aptitudes réelles ni de leurs limites objectives, et c'est ainsi qu'il leur arrive par une sorte de fatalité inexorable de glisser sur la pente de la prétention. Ambition démesurée et appétit inextinguible de pouvoir, de gain et d'honneur dévorent le cœur et les forces du citoyen dans la société démocratique, et notre pays n'échappe guère à cette règle. Tant que la loi de la sélection ou de la promotion suivant le mérite n'est pas définitivement campée dans les consciences et dans les mœurs, il y a des risques de voir la médiocrité réclamer ou usurper des honneurs et des titres qui, dans une société sans dérèglement, ne font même pas partie de ses illusions les plus folles. Il suffit de bien observer la société pour se rendre compte de l'étendue du dérèglement introduit par le principe de l'égalité. Les rapports entre hommes et femmes sont faussés,
la distance entre employeur et employé est dissoute, la relation, déjà polémique, entre gouvernant et gouverné est désormais contingente, l'autorité du père de famille est usurpée ou noyée par celle de l'image, par la liberté numérique en vigueur dans le web et par la frénésie de la course vers une consommation non maîtrisée. C'est dans ce sens par exemple que le principe de la parité a été progressivement galvaudé, pour n'être plus qu'un prétexte pseudo-humaniste d'une revanche du féminin sur le masculin. Exiger la parité dans une société où il y a plus de diplômés mâles que de diplômés femmes, c'est courir le risque de dégénérescence. L'égalité des genres ne doit pas être réduite à une dimension purement numérique. Elle doit plutôt consister à un effort permanent d'élaguer toutes les barrières qui bloquaient l'épanouissement intellectuel, économique et politique de la femme. Quant à promouvoir ou inspirer une ruée incontrôlée des femmes vers les postes de responsabilité sans au préalable les préparer à la rigueur de la compétition, c'est assurément un leurre qui ne fera que les damner davantage. Dans les lieux de travail aussi on constate le même type de conception erronée du principe de l'égalité. On conteste les décisions non pas parce qu'on est convaincu de leur inefficience, mais pour donner l'impression d'une citoyenneté active. Ce phénomène pose d'énormes difficultés dans le monde de l'enseignement où les directeurs d'école, les censeurs et les proviseurs vivent souvent un véritable drame dans l'exercice de leurs fonctions. Le fait qu'ils soient vus par les autres comme de simples collègues les prédestine à entretenir des relations difficiles avec ceux qu'ils sont censés administrer. Quant à la relation entre gouvernants et gouvernés, elle est tellement altérée par l'exigence d'égalité qu'on ne peut plus bénéficier de la moindre révérence dès qu'on accède au pouvoir. Le feu de la jalousie qu'attise le vent de l'égalité consume entièrement les bornes de la décence et de la loyauté dans l'opposition au pouvoir. Les accès de virulence dans les discours politiques, la brutalité des jugements sur faction des pouvoirs publics, ne sont pas toujours justifiés. Psychologiquement, le principe de l'égalité prédestine à la phobie de l'obéissance totale. Généralement, le principe de l'égalité incline à confondre obéissance et servitude, d'où certaines résistances et critiques sont moesses, non par des motifs et convictions politiques fondés, mais par de simples mobiles psychologiques. Bref, la démocratie est une forme d'organisation sociale qui, malgré ses mérites et avantages indubitables, fabrique aussi des prétentieux qui ralentissent la marche vers le progrès. Dans ce contexte, il faut désormais dire adieu aux grandes idées qui ont fait les grandes révolutions. Il faut désespérer de futilité de l'érudition, car nous sommes dans un siècle où l'on apprend à connaître les choses de façon superficielle, tronquée. Nous sommes dans un univers où l'on apprend à parler allègrement et sans gêne de choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît qu'approximativement. Je suis particulièrement consterné par la manière dont mes concitoyens sont entreprenants sur le plan politique et paradoxalement, peu efficaces sur le plan des réalisations. Chacun veut être le number one, chacun sait avec exactitude ce qu'il faut faire et curieusement personne n'y est jamais parvenu. Les chefs de parti sont foncièrement incapables de décliner des perspectives politiques et économiques diversifiées et viables, les enseignants sont généralement inaptes à réaliser des révolutions pédagogiques. Et pourtant, quand les gens parlent on a l'impression qu'ils sont inspirés par une lumière divine. La question qui se pose dès lors est de savoir pourquoi ça ne marche pas. L'histoire du Sénégal montre que des figures comme Lat Dior Diop, sur le plan politique, Cheikh Amadou Bamba, El Hadji Malick Sy, etc., sur le plan religieux, Cheikh Anta Diop, sur le plan scientifique, ont marqué leur époque parce qu'ils avaient de vraies ambitions et qu'ils avaient très tôt mobilisé toutes leurs forces et toutes leurs ressources vitales pour innover et changer le cours des choses. Aujourd'hui par contre ce qui est frappant dans la physionomie politique et intellectuelle de notre pays, c'est qu'on a un foisonnement d'ambitieux réclamant tous des privilèges personnels, sans jamais songer à vraiment changer les choses dans le sens d'une véritable renaissance scientifique, économique et politique de notre pays. Quels sont les Sénégalais qui, aujourd'hui, s'engagent dans une voie parce que d'abord ils ont senti que le pays a besoin d'un effort considérable dans ce domaine? L'égalité est un principe qui doit régir le comportement des citoyens dans une société démocratique, mais elle a un coût et elle comporte des risques. Le trafic des CV qu'on dénonce depuis quelque temps au Sénégal, la convoitise exagérée qui caractérise les citoyens, tout ceci peut être une résultante d'une fausse appréhension du principe de l'égalité. On voit pourquoi il est plus difficile de gouverner les hommes dans une société démocratique que dans un autre type de société.
L'opinion fait office de science dans notre société, et on a tendance à y parler plus qu'on y agit. Dans un contexte aussi confus, l'anarchie semble s'emparer de la société, parce qu'on a de plus en plus l'impression que du fait de l'égalité, il ne peut plus y avoir d'autorité qui ratifie ou qui censure les paroles et les actes. Deux symptômes augurent de ce dérèglement, la culture de la flatterie et l'affabulation. Puisque le mérite n'est pas nécessaire pour accéder aux privilèges qu'accorde la société, on ne se gêne pas d'abuser du langage flagorneur pour gravir les échelons. Quand on ne peut pas se servir de cette triste méthode, on raconte des énormités pour se faire passer pour un fin connaisseur de la chose publique. Aussi, n'est-il pas rare d'entendre un citoyen étaler sa connaissance des dossiers de l'État en arguant de sa proximité avec telle ou telle autorité. Dans toutes les grandes démocraties, et au Sénégal depuis l'avènement de l'alternance, on entend presque tous les jours dans les moyens de transport public ou dans les lieux publics quelques citoyens prétendre disposer d'informations compromettantes sur tel ou tel ministre ou même sur le président. Ce ne sont là que les astuces de la citoyenneté qui a fait fausse route sur les principes de l'égalité et de la liberté. Bref, dans la société sénégalaise actuelle, tout le monde est tellement conscient d'être l'égal de tout le monde, que désormais les sujets de controverse ne sont plus les grandes idées, ni même les idées tout court, mais les hommes et leur statut social. Quand une idée est agitée, le Sénégalais ne se demande pas que signifie et que vaut cette idée. Il s'empresse plutôt de savoir qui est l'auteur de cette idée, qui l'a dit, se demande-t-il. On ne rivalise pas dans la production d'idées généreuses et révolutionnaires, on rivalise plutôt dans la convoitise des positions sociales et des avantages matériels. À cela s'ajoute une culture du maslaha, qui est le socle de la duplicité et du laxisme généralisé qui caractérise aujourd'hui la société sénégalaise. Ce vocable d'origine arabe, jadis fondement de la décence et de la courtoisie du Sénégalais, a profondément été galvaudé dans la société actuelle dont elle ne cesse d'ailleurs de travestir les valeurs. Base des relations humaines, le maslaha comme son auxiliaire, la sutura, est devenu l'instrument de la perfidie, de l'hypocrisie et par ricochet, la principale cause du crépuscule de l'authenticité, de la véracité et de la bonne foi. Cette perversion du mot semble traduire une évolution, des mutations sociales et économiques que les valeurs morales traditionnelles ont été incapables d'ajuster à leurs exigences et à leur idéal de perfection. Mais quelles sont ces valeurs morales traditionnelles, et pourquoi elles ont été défaites par les mutations socio-économiques? Le Ngor, difficilement traduisible en français, est la valeur morale cardinale du Sénégalais, parce qu'elle concentre toutes les dimensions et variables de la dignité humaine. Et s'il en est ainsi, c'est parce que le Ngor, avant d'être une exigence morale, est un principe métaphysique. Ce principe est que ni la mort, ni les contingences handicapantes de la vie, ni les circonstances accidentelles d'une origine sociale basse, n'affectent l'essence humaine. L'homme est avant tout une réalité immatérielle, intelligible, dont les formes physiques ne sont qu'accidentelles. La beauté n'est pas une propriété exclusivement humaine, car les fleurs sont aussi belles. La richesse, le rang ne sont pas non plus exclusifs à l'homme. Mais l'honneur? La dignité? L'intégrité morale? La liberté? Jamais un être autre que l'homme ne pourrait mettre en péril sa vie dans le seul objectif de préserver ses essences qui signifient le Ngor. Ce ne sont pas là des valeurs qui s'ajoutent à la nature humaine, il s'agit plutôt des fibres dont l'être de l'homme est fait. Le Ngor. Dérivé de Gor, le Ngor ne se définit pas, il se vit. Il ne s'appréhende pas, il se sent dans l'âme et le cœur. Aussi, un homme peut-il tout perdre dans la vie et continuer à briller de tout son éclat d'homme au sein d'un univers où tout semble travailler à le briser, à l'anéantir et à le corrompre sans jamais réussir à produire autre chose qu'à l'ennoblir davantage. Le Ngor est le concentré métaphysique du sens de l'existence. Plus que la grâce, mieux que le sublime, le Ngor extirpe l'homme de toutes les contingences avilissantes de cette vie, de toute la précarité de l'existence, pour le placer au firmament des essences les plus élevées que Dieu et les hommes ont créées. Hélas! La dégénérescence de l'homme moderne, pire que les conspirations de Satan, a précipité le Ngor dans le gouffre de la cupidité, de l'avidité et dans l'abîme d'une réussite matérielle à tout prix. Dans une société où les biens matériels ont noyé toute exigence morale, l'expression dévergondée Kuantntul Doudara
n'est que la traduction d'une crise profonde du Ngor. Celui qui n'a rien n'est rien. Une telle expression n'a rien de proprement humain. Même les animaux ont le sens de la possession, et ils nous le prouvent toujours en délimitant leur territoire. Ramener le sens de l'existence humaine à l'avoir, c'est par conséquent avilir l'homme, le dégrader dans les profondeurs de la déchéance morale. Maudit soit l'argent, les plaisirs charnels et les pouvoirs mondains, ils ont étouffé et asphyxié Ngor. Le mensonge, l'hypocrisie, la méchanceté, bref tous les vices possibles et imaginables naissent d'un défaut de Ngor. Masla Bojal, autrement dit rusé, s'inféoder pour réussir. C'est cela le nouveau bréviaire de beaucoup de Sénégalais. La défaite de Ngor devant Hammam, c'est-à-dire l'avoir, est la conséquence d'une société qui se contredit, qui se ment elle-même. Car comment peut-on faire de l'avoir la seule mesure de l'être et en même temps prétendre que la corruption est une mauvaise chose ? En vérité, dans la société actuelle, la corruption n'est mauvaise que si elle est découverte ou bien lorsqu'elle n'enrichit pas. Boy Diol Dangay Diol Luko Diardeux. Semblable à une valeur jumelle du Ngor, le Jom était un palier, un tremplin vers le Ngor. Bouclier contre l'humiliation et l'indécence, pour reprendre une idée du professeur Ibad Ertiam, le Jom est comme une ceinture de sécurité qui prémunissait l'individu du risque d'être projeté dans le déshonneur et la perversion morale. Mais dans nos sociétés actuelles, le Jom devient tout moyen de vivre, tout stratagème pour s'affranchir des difficultés économiques. Dans la famille sénégalaise actuelle, celui qui a le Jom est celui qui est capable de relayer les parents dans l'entretien de la famille, quels que soient les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Avoir le Jom consiste aujourd'hui à sacrifier même son intégrité morale en pillant le bien public pour financer par exemple les funérailles de sa belle-mère. Avoir le Jom, c'est simplement aujourd'hui laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre, comme disait Beuve-Méry. Aussi, le mal du Sénégal n'est-il ni politique ni économique. C'est un mal à la fois moral et métaphysique, c'est le résultat d'un défaut d'ajustement de nos aspirations à notre conception de l'homme. Les problèmes politiques et économiques que nous avons toujours traversés sont les conséquences d'une crise des valeurs. Car jadis, le Jom était le berceau de la moralité du Sénégalais. Cette moralité se traduit par la résolution du vertueux qui dit « Jomna di Feli », cet acte est indigne de moi. Pour expliquer le Jom, on est tenté d'emprunter à Kant un paradigme de sa morale. Cela reviendrait à résumer le Jom comme la représentation d'une valeur qui porte préjudice à mon amour-propre. Confère définition kantienne du respect moral. La perte d'une valeur aussi essentielle ne pouvait pas manquer de nous plonger dans une absence totale de repères dont le résultat est la culture du lijanté et toppatou, tricher, faire tout pour réussir. Les conséquences économiques et politiques d'un tel brouillard sont énormes, incalculables. Ainsi, la Sénélec et la SDE3 sont pillées sans gêne par des citoyens non vertueux et des travailleurs véreux. L'électricité est chère et les coupures sont nombreuses. C'est parce que l'électricité est frauduleusement consommée sans être payée. Tout le monde trafique le courant et l'eau. Les infrastructures sont délabrées. C'est parce que les entreprises sont en concubinage avec les affairistes politiques. Les collèges et lycées sont sous-équipés. C'est parce que certains intendants et des proviseurs se sucrent. Le niveau de nos sportifs est au rabais. C'est parce que les responsables fédéraux confondent réussite sportive et gagne-pain. Les hôpitaux sont des allées de la mort. C'est parce qu'il y a des vampires parmi les médecins. Nos journalistes affabulent trop souvent. C'est parce que Koui Wodou l'amène sonopé raflé. Celui qui vit de verbe perd son moyen de vivre s'il se tait. Le degré de corruption du Sénégalais est alarmant, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que tout le monde en parle alors que personne n'est vraiment disposé à le combattre. Changeons nos mœurs et gagnons le combat du développement. Acquittons-nous de nos devoirs, et la revendication de nos droits sera plus facile. L'Occident que nous envions de façon si intempérante a certes bénéficié de circonstances historiques favorables, mais il a acquis ses richesses sur la base d'énormes sacrifices et par le culte du travail. Des hommes et des femmes ont donné de leur vie et de leur sang pour domestiquer la nature trop hostile, là-bas. Notre grand problème, c'est que nous vivons en démocratie et nous attendons illusoirement la venue d'un messie politique. Nous croyons que notre réussite dépend, non d'un effort collectif, mais du génie exceptionnel d'un homme. Les hommes sont par nature
avides de confiance et de refuge parce qu'ils ont un penchant naturel à se projeter sur des mythes et des idoles qui sont censés prolonger et concrétiser leurs rêves. Aussi nos vices et notre faiblesse naturelle sont-ils inconsciemment sublimés en héros mythifiés, dont l'avènement est la seule clé de notre destin, l'unique source de notre salut. Cette disposition naturelle des hommes à espérer, et à attendre l'avènement d'êtres surdoués ou en tout cas exceptionnels, est précisément la cause des grandes déceptions et des fâcheuses tribulations de l'histoire de l'humanité. L'irruption dans le l'abécédaire politique des mots à connotation religieuse comme rédemption, salut, rachat, etc., témoigne largement d'une inclination généralisée à nourrir des espoirs de voir l'histoire de la société des hommes être infléchie dans le bon sens par des surhommes. L'extrême sévérité avec laquelle on juge et condamne les chefs d'État dans les régimes démocratiques est en partie liée à la fatale déception consécutive à leur incapacité naturelle à réaliser tous ces rêves. Dès lors, cette naïve espérance qui caractérise les citoyens de tous les pays est exploitée par des imposteurs de toutes sortes, hommes politiques, religieux, faiseurs de miracles, etc. Au Sénégal, la nature et la profondeur de la crise sont telles que l'imposture est davantage perceptible dans 3 domaines: la santé, la religion et la politique. Dans le domaine de la santé, la quasi-inaccessibilité des soins de qualité dans les hôpitaux a subitement et massivement détourné nos compatriotes des chemins de la médecine moderne, au profit des sentiers escarpés de la médecine traditionnelle. Profitant du contexte économique peu reluisant, des tradipraticiens d'un type fondamentalement nouveau ont commencé à inonder les médias et le marché de la santé pour bourse faible. L'étendue et la dangerosité de l'imposture sont ici sans précédent dans l'histoire de notre pays. La naïveté populaire conjuguée au désarroi causé par la pauvreté a fait des masses sénégalaises des proies trop faciles pour de redoutables prédateurs de la santé des populations. Longtemps critiqués et marginalisés pour cause de médecine empirique, les nouveaux tradipraticiens ont trouvé une feinte ingénieusement planifiée. Un simulacre de connaissances théoriques qui attesterait de la justesse et de l'efficacité de leur savoir-faire. En effet, la révolution qui s'opère sous nos yeux est tellement habile qu'elle échappe à notre vigilance. Conscients qu'ils sont que la non-maîtrise des connaissances théoriques de l'organisme humain et de la propriété des plantes qu'ils utilisent était l'une des raisons de leur déclassement par leur homologue de la médecine moderne, les nouveaux tradipraticiens se sont lancés dans une course effrénée vers l'acquisition de connaissances basiques qui servent d'ornement scientifique à leur savoir-faire. La connaissance empirique étant aveugle, et non établie théoriquement, est a priori fausse. Il faut que la connaissance soit en mesure de rendre théoriquement compte d'elle-même pour qu'elle soit élevée au rang de connaissance scientifique ou de connaissance sérieuse. C'est cela que les tradipraticiens actuels ont parfaitement compris, et qu'ils cherchent à réaliser à travers un discours qui a les relents d'un langage scientifique. Ceux qui suivent assidûment le banquet des tradipraticiens à la radio-télévision sénégalaise, RTS, l'émission Xel du Doigt, sont tous particulièrement charmés par la restitution quasi parfaite des noms scientifiques des maladies, de leurs causes selon la science et des propriétés chimiques des plantes qui sont censées en être les remèdes. Nombreux sont en effet nos compatriotes qui sont subjugués par la perfection de la connaissance, dont ces médecins du peuple font montre. Le Sénégalais moyen n'a pas les moyens théoriques de constater la superficialité de cette connaissance, qui n'est que le fruit d'une lecture de la littérature médicale, qui n'a absolument rien à voir avec la médecine elle-même. Autant il est clair qu'un historien n'est pas acteur de l'événement qu'il a tendance à restituer avec une grande aisance et une si parfaite éloquence, autant il est évident qu'un répétiteur de la littérature scientifique n'est pas forcément un scientifique. Les citoyens et les autorités politiques de ce pays semblent afficher soit une indifférence, soit une ignorance d'un phénomène dont les conséquences sont insondables. Les risques sont pourtant énormes et réels, d'autant plus que les symptômes de quelques maladies sont presque identiques, et que la disparition de symptômes n'équivaut nullement à la guérison parfaite de la maladie. Ce n'est pas normal que la détresse de quelques citoyens désemparés et naïfs soit exploitée par des imposteurs qui jouent sur un humanitaire de mauvaise foi, pour assouvir leurs desseins d'argent. Une réglementation de ce métier est devenue une nécessité impérieuse, car personne n'a le droit de laisser aller une telle anarchie dans un secteur aussi sensible que la santé. L'imposture est partout dangereuse, mais elle est pire dans le domaine de la santé,
et on doit cesser de faire de la télévision nationale une tribune de shows d'imposteurs de toutes sortes. Dans le domaine religieux également, on a le règne de l'imposture à grande échelle. Il y a un foisonnement spectaculaire de marabouts dont le seul mérite est de pouvoir revendiquer une filiation avec les grands hommes de Dieu de ce pays. Les récentes récriminations contre le gouvernement de la part de supposées familles religieuses, à l'occasion du Maoulou et des Magal 4, au-delà de la question de leur justesse, posent un problème à la fois éthique et politique. Toutes ces familles religieuses qui se plaignent de n'être pas bien traitées et suffisamment assistées par l'État, sont-elles vraiment conscientes des dépenses qu'une telle assistance aurait coûté aux contribuables et l'effet d'émulation que cela entraîne désormais pour les milliers de familles religieuses qui vont voir le jour dans le futur ? Moralement, il est très difficile de justifier la prééminence de ces nombreux Maoulous, cette Magal, sur l'urgence d'une assistance à un monde rural complètement déshérité et profondément déstructuré par une convergence de divers facteurs paralysants. Certaines cérémonies fastes ne peuvent plus être tolérées dans un pays où la difficulté de la survie est devenue tellement préoccupante que les oiseaux de mauvais augure prédisent les pires calamités sociales. Sur le plan politique, cette surenchère religieuse qui prend de plus en plus les élans de connivence, entre politiciens et marabouts, et de chantage sur le dos du peuple peut conduire à des situations confuses. Il faudrait, pour éviter tout cela, soit fixer des critères objectifs pour bénéficier de la prise en charge de ces familles religieuses aux soins de FETA, soit créer un ministère chargé des questions religieuses pour qu'un budget connu de tous les citoyens soit clairement dégagé dans ce sens. L'informel est toujours la porte ouverte au clientélisme et aux autres abus liés à la cupidité humaine. Il faut par conséquent, en matière de gouvernance politique, toujours poser les actes sur des principes objectifs et institutionnels. Nul ne peut fonder faction politique sur le simple principe de la générosité. La libéralité est d'ailleurs une des causes de la perte dramatique de quelques hommes d'État dans l'histoire de l'humanité. Un État n'a pas à distribuer. Il a seulement à faciliter les conditions d'un partage des biens entre les membres de la communauté suivant le principe du mérite et la règle de la compétitivité, surtout s'il s'agit d'une société fonctionnant suivant le modèle du libéralisme politique et économique. Il est temps que les gouvernants, les citoyens et les religieux s'entendent sur le principe que le statut de marabout n'est ni un métier, ni un gage de privilège que la société ne peut garantir sans courir à sa perte. Sur le plan strictement politique maintenant, l'imposture est non seulement ambiante mais aussi extrêmement variée dans ses expressions. Transhumance, flatterie, références impertinentes et immodérées au Saint-Coran ou au sein du pays, trafic d'influence et de CV, conspiration entre acteurs sociaux différents et surtout, les promesses que l'on ne fait que pour cacher une stérilité politique généralisée. Si toute cette entreprise est florissante dans notre pays, c'est surtout parce que les Sénégalais sont encore à l'âge de l'aristocratie, alors qu'ils sont régis par les principes de la démocratie. C'est comme si nous avions les pieds dans la démocratie et la tête dans l'aristocratie. Nous restons convaincus qu'au lieu d'un sursaut national, c'est plutôt l'action d'un Messie qui nous sauvera. Cette tendance que nous avons à rêver au lieu de concrétiser un rêve typiquement sénégalais, est la principale cause de la stérilité économique de notre pays. Et là où le bât blesse dans cette affaire d'imposteurs, c'est que notre faiblesse naturelle leur sert toujours de soubassement pour semer le trouble et la désolation dans les sociétés. Les grands tyrans que compte l'histoire ont tous été des porteurs de rêves au lieu d'être des serviteurs d'ambitions purement humaines. Ils ont remplacé la réalité concrète par des fictions dont le but était, non de faire évoluer les choses, mais d'occulter davantage leurs propres nuisances et leur impuissance. De tout temps, la crédulité et la misère ont été les alliés privilégiés des imposteurs. Et ceux qui s'agitent le plus dans la scène politique le savent parfaitement. Ainsi, le palais et le gouvernement sont aujourd'hui envahis par des imposteurs qui ont soit trafiqué des CV, soit fait valoir une force politique en réalité fictive. La culture de la flatterie, quant à elle, a atteint tous les secteurs de la société, de sorte qu'on a l'impression que notre pays est le seul au monde où il n'y a ni médiocrité, ni échec. Tous les vices sont sublimés en vertu et les faiblesses en force. Les actes les plus ignominieux trouvent des défenseurs pourvu que leurs auteurs soient perçus ou présentés de façon singulièrement subtile, à travers des mots qui n'ont rien à voir avec leur être réel. Bref,
L'imposture ambiante que chaque Sénégalais constate est sécrétée d'une part par notre nature humaine faite d'espérances excessives et de projections sur autrui, et d'autre part par un contexte économique caractérisé par le paradoxe entre une consommation incontrôlée et une raréfaction des moyens. On sait que lorsque nos besoins sont nettement au-dessus de nos moyens, nous courons le risque fatal d'aliéner les ressorts qui nous protègent contre la dégénérescence morale. Tant que les Sénégalais ne s'ôteront pas de la tête l'idée d'un Messie, et ne se feront pas à l'idée que la construction nationale est une œuvre collective qui exige des sacrifices de la part de tout un chacun, beaucoup d'espoirs seront déçus et nous courons le risque d'être la proie d'imposteurs rapaces et sans scrupules. C'est donc une société sénégalaise si complexe et si agitée, qui s'accommode laborieusement aux exigences universelles de la démocratie. La démocratie n'existe pas, il n'y a que des démocraties, chacune, il est vrai, avec ses spécificités, mais cela ne doit pas servir de prétexte pour nous morfondre dans la médiocrité démocratique. Il y a un minimum d'efforts démocratiques à faire pour mériter l'appellation de pays démocratique. Ces efforts ne peuvent et ne doivent pas seulement être attendus de la part des pouvoirs politiques. La démocratie est une culture d'un peuple mais jamais une invention d'une élite. Chapitre 1. Un front social toujours agité et une presse à l'image de sa démocratie. A. Le système sanitaire et le système éducatif sénégalais, des mines de crise et d'échecs. De l'idéal de santé publique à un système de vampirisme public. La corruption est un mal aussi bien du point de vue moral que de celui économique, mais elle est davantage nocive quand elle gangrène le secteur de la santé. Or, au vu et au su de tout le monde, le système sanitaire sénégalais actuel est en train de se transformer en un véritable fertilisant du sol de la corruption en ceci qu'il est dangereusement hybride. Le public y côtoie le privé ou pire, le privé se pratique dans le public. Ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux du pays est à la fois déontologiquement répugnant et médicalement catastrophique. Des médecins officiant dans le public, rémunérés donc par l'État, s'arrogent le privilège d'officier en même temps dans le privé avec des histoires de cliniques privées dont les contours sont totalement nébuleux. Les principales victimes de cette absurdité sont l'État sénégalais, et les populations dont les lésions causées par le secteur de la santé sont les plus profondes et les plus graves que tous les autres dommages causés par les autres secteurs de la vie sociale et politique de notre pays. L'État sénégalais se voit déposséder chaque jour davantage de son droit légitime de tirer profit de l'expertise des fils du pays, dont la formation a pourtant beaucoup coûté aux contribuables sénégalais. Je ne suis pas d'accord avec l'argument selon lequel cette liberté accordée aux médecins d'avoir leur clinique propre est la seule façon de lutter contre le brin-drin dans le secteur de la santé. Si quelques Sénégalais éduqués, instruits, formés et façonnés par les soins des maigres ressources de leur pays ne sont pas capables de faire preuve d'aucune résolution de patriotisme et décident souverainement de s'exiler pour aller troquer leur savoir-faire ailleurs, je ne crois pas qu'il vaille la peine de chercher si laborieusement à les retenir par cette curieuse trouvaille qu'est l'autorisation des cabinets privés à des gens qui ont choisi d'officier dans le public. Il faut dire que l'un des grands obstacles à l'essor économique et à l'unité politique de l'Afrique est que nous avons tendance à confondre libéralisme, égoïsme et anarchisme. Aussi, le sacrifice pour le bien public est-il considéré comme un symptôme de déraison. Ainsi, l'égoïsme outrancier qui régit la conduite actuelle de beaucoup d'agents de santé publique condamne à l'échec tous les efforts de l'État pour redresser le secteur déjà moribond de la santé publique. Si j'étais parlementaire, j'emploierais toutes les forces de mon âme à d'abord légiférer de manière plus pointilleuse sur le statut des agents de la santé en vue de mieux assainir le secteur. Et ensuite, je proposerai l'érection d'une commission d'enquête sur non seulement la prolifération des cliniques privées tenues par des médecins officiant dans le public, mais aussi sur l'état de délabrement moral très avancé que connaît ce secteur. Les populations sont déjà épuisées par la lutte qu'elles mènent quotidiennement pour assurer les différents repas. Aussi devons-nous nous atteler à les protéger des dérives d'un système sanitaire qui laisse la porte ouverte à des méthodes de concupiscence très néfastes pour la prise en charge sanitaire des citoyens. Certaines lenteurs dans les consultations et dans la prise en charge des patients dans les hôpitaux du pays ne sont pas gratuites. Tout ceci entre dans une stratégie de décourager les clients du secteur public pour les orienter indirectement vers le secteur privé, principalement celui géré par les mêmes médecins.
L'appétit du gain facile est sans nul doute la plus grande source de malheur pour une société. Si les médias pouvaient aller dans les couloirs des hôpitaux et dans les cabinets de consultation pour voir et montrer ce qui s'y passe réellement, les Sénégalais se rendraient compte que même s'il y a quelques individualités dévouées et honnêtes dans le secteur de la santé, il y a une grande quantité d'agents de santé qui sont en réalité de vils carinskèmes dévorés, c'est-à-dire des cherche-quoi dévorés. Mais lorsque dans une société humaine la vertu et la déontologie sont universellement bafouées et violées sans scrupule, personne ne doit s'étonner qu'une telle société soit quotidiennement et perpétuellement rongée par la misère et le malaise généralisé. Le manque de vertu est la racine du mal sénégalais, d'où l'impérieuse nécessité d'un retour à l'orthodoxie et ce, dans tous les domaines de la vie sociale si nous voulons quitter cet état de fausse germination économique dans lequel nous sommes plongés depuis belle lurette. Ce retour à l'orthodoxie dans le système sanitaire doit, à notre avis, consister en une dichotomie nette, sans ambiguïté entre le public et le privé. Le statut hybride de l'hôpital Aristide Le Dantec est une absurdité. La désinvolture qui se constate dans les hôpitaux régionaux ne peut plus perdurer. Il faut plus de rigueur dans l'administration des hôpitaux ainsi que dans le contrôle de la prestation des agents de santé. Il faut, peut-être, instituer des primes exceptionnelles de rendement et de performance strictement allouées aux agents dont l'abnégation et la conscience professionnelle peuvent servir de référence. Cette stratégie d'émulation de la qualité nous semble moins périlleuse et sans doute plus efficiente que le fait de tolérer des cabinets privés dans les hôpitaux publics. On ne peut en aucune façon garantir une absence de dérive dans un tel système. Les risques sont donc importants au regard du caractère sacré de la vie humaine qui est ici en jeu. À ce titre, il n'est pas insensé de penser à une unification des départements de la santé, de l'éducation et de la recherche scientifique en un seul grand ministère, pour plus de rationalité budgétaire et davantage d'efficience dans la recherche des solutions aux problèmes de santé publique. La passerelle entre éducation, formation et marché de l'emploi n'a jamais été un problème incurable dans un pays qui sait faire dans la standardisation en matière d'options lucides de politique économique et de choix budgétaires. Il nous faut donc davantage de clarté dans la vision politique et plus de courage pour l'établir. Les secteurs de la santé et de l'éducation réunis dans un seul département. Cela fait l'essentiel du budget national et une unité d'action qui pourrait régler beaucoup de problèmes qui sont à cheval entre les deux actuels ministères. C'est absurde qu'il y ait quelque part au Sénégal de jeunes médecins qui chôment ou même qu'il y ait des problèmes de pratique pour des étudiants suffisamment abreuvés aux sources de la théorie pure. L'atomisation des départements ministériels n'est, à notre avis, gage d'aucune efficacité dans le travail gouvernemental. Dans tous les cas de figure, il urge de faire quelque chose pour éviter que le service public dans le domaine de la santé se travestisse par des méthodes d'arnaque indignes d'un secteur aussi important dans la vie sociale. Le contribuable sénégalais mérite plus que le service qui lui est réservé actuellement dans les hôpitaux du pays. En plus de la cherté des médicaments, il est astreint à supporter les contre-coups des manœuvres ignominieuses de certains agents de la santé publique. Il faut juste rappeler que la santé et l'éducation sont d'une importance telle que leur libéralisation n'empêche pas qu'elles soient des domaines où l'autorité de l'État doit toujours être effective et sans la moindre ambiguïté. Avec un système sanitaire aussi hybride, le Sénégalais n'avait pas besoin d'une école agitée, malheureusement c'est le cas. Dans l'éducation comme dans la santé, le problème est le même, le budget est mal réparti, les sacrifices consentis par l'État n'arrivent jamais à destination. Des histoires de séminaires et de colloques sans enjeu asphyxient les deux systèmes en plus de l'indiscipline et du manque de patriotisme de plus en plus ambiant dans ces domaines. Le programme décennal de l'éducation et de la formation, PDEF, des limites pratiques et des artifices diaboliques. Qui va gouverner le Sénégal demain ? Qui, demain, va négocier au nom de notre pays avec les institutions internationales ? Qui va sauver le système éducatif sénégalais en déperdition ? Ces questions taraudent l'esprit d'un humble enseignant dont le cœur et l'âme ne cessent d'être rongés et déprimés par la baisse vertigineuse du niveau des élèves et étudiants. C'est à la fois curieux et inacceptable qu'un pays où 40% du budget sont consacrés à l'éducation soit encore miné par des problèmes récurrents dans son système éducatif. Comment se fait-il en effet
Que nous ayons le plus gros budget alloué à l'éducation, les plus grands investissements jamais réalisés dans notre pays en termes d'infrastructures et que l'école sénégalaise continue de s'enfoncer dans des crises à la fois pédagogiques et syndicales? Qu'est-ce qui bloque réellement l'essor définitif de notre système éducatif et qui rend inefficientes toutes les réformes engagées jusqu'ici? Un symptôme et diagnostic d'une crise. Des crises? Il y en a toujours eu et il y en aura toujours dans les sociétés humaines car ces dernières, par destin, sont appelées à se modifier et à se perfectionner indéfiniment. C'est la réalité humaine elle-même qui est ainsi faite qu'elle se meut dans le tumulte. Proudhon a vu juste d'ailleurs lorsqu'il affirmait que, si par impossible la nature avait fait de l'homme un animal exclusivement industrieux et sociable, et point guerrier, il serait tombé dès le premier jour, au niveau des bêtes dont l'association forme toute la destinée 5. Il n'y a donc pas de raison de s'offusquer de l'existence de crises dans les sociétés humaines. Leur destin c'est d'engendrer des contradictions, de les résoudre et de se développer. Cependant le rythme et la forme actuelle des crises dans le monde éducatif sénégalais sont intrigants. Et s'il en est ainsi, ce n'est pas parce que le PDF est mauvais en soi, du moins dans son esprit. Ce qui pose problème plutôt c'est sa mise en œuvre correcte et efficiente. Les efforts du gouvernement sont louables, mais l'école sénégalaise est malade. Pourquoi? Les enseignants sérieux de ce pays l'attesteront tous. Ils sont rongés jusqu'à la moelle par une crise économique indigne, malgré les hausses substantielles des salaires, et par un sentiment d'échec dû à la baisse étonnante du niveau des étudiants et élèves. La dégradation de leur statut dans la société est contemporaine à la dépréciation continue de l'enseignant et du système éducatif. Si jadis on embrassait l'enseignement par vocation, aujourd'hui par contre l'enseignement est infecté par des jeunes dont l'appétit pour le gain facile n'a d'égal que leur carence à la fois morale et intellectuelle. Le système du volontariat et du vacatariat a été complètement dévoyé et vidé de sa substance. Les procédures de recrutement, l'organisation des tests, sont totalement dénaturées pour laisser place à des procédés mercantilistes qu'aucun ministre, aucun gouvernement ne peut contrôler ni même prévoir. En vérité, on l'a toujours dit, les réformes et les lois ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les exécuter. Ce serait immonde et avilissant de relater ici tout ce qui se fait et se dit dans le recrutement actuel du corps enseignant. À l'insu des pouvoirs politiques, des individus passent par les mailles du système pour le dénaturer complètement. Il est tellement dénaturé qu'on a l'impression que c'est une machination sortie de la fantaisie et de la conspiration du diable pour précipiter l'avènement de la médiocrité dans notre pays. En tout cas, au vu de ses modes d'action et de ses résultats, ce système constitue le plus grand crime contre le droit à une éducation de qualité et je ne serais pas surpris si demain des générations entières se révoltaient et envisageaient de traîner en justice les initiateurs d'un tel système et ceux qui ont eu la responsabilité de l'appliquer de manière si maladroite. Cependant, ce système n'est qu'un aspect de l'état de détérioration de tout le reste du système éducatif. Dans les universités, les lycées et collèges de mon pays, on assiste à une sorte de révolution copernicienne. Ce sont les élèves et les étudiants qui font la loi devant l'administration et les enseignants. Ces derniers sont tellement plongés dans la pauvreté qu'il y en a qui ne reculent plus devant les modes de corruption les plus avilissants. Comme des vampires, nous rongeons les poches des parents d'élèves avec des histoires de fascicules vides et de cours particuliers souvent trop particuliers, parce que régissent par la démarche mercantiliste la plus ignoble. Non contents de traiter à l'avance certains sujets avec leurs élèves, il y en a qui ont la cupidité de faire preuve d'une sévérité gratuite envers les élèves qui ne trouvent pas utile de s'inscrire dans ces cours particuliers. L'examen du bac est, quant à lui, devenu une farce dans certains endroits du fait de quelques individus incontrôlables. À ce tohu-bohu moral et pédagogique, s'ajoute une race d'élèves de plus en plus curieux dans leur rapport avec les études. Non contents d'exercer souvent un chantage affectif sur les enseignants, ces élèves de type nouveau n'hésitent pas à marchander des notes pour passer en classe supérieure. En outre, les foyers socio-éducatifs des lycées et collèges sont devenus des monstruosités politico-financières aux entrailles desquelles se bousculent des élèves parasites qui n'ont de réflexe que pour la recherche de l'argent facile. Ces entités qui devraient être des structures de socialisation et d'apprentissage à la citoyenneté active et au civisme,
sont devenues des poudrières qui n'attendent que la variation des humeurs des élèves pour exploser. Que de grèves injustifiées. Que du temps perdu. Il suffit d'écouter le baragouin dans leurs discours revendicatifs pour se rendre compte qu'ils ont un rapport absolument lointain avec les études. Au total, l'école sénégalaise ne souffre pas d'un déficit budgétaire. Elle est malade de ses acteurs, elle est malade de la dénaturation de l'esprit de ces réformes du point de vue de leur application concrète. Le problème est que la race humaine est difficilement gouvernable. Et ce n'est pas par hasard si aucun gouvernement au monde ne peut connaître la tranquillité. C'est justement cela le problème. Nos appétits et passions se substituent souvent à la saine raison pour pervertir l'esprit des lois et réformes érigées pour justement les dominer. L'histoire humaine regorge d'enseignements qui illustrent ce paradoxe. Des députés ont violé des lois qu'ils ont eux-mêmes votées, des arbitres de football ont vendu des matchs, et tout ceci à cause des appétits. En réalité, nous sommes parfois pires que les animaux. Car ces derniers ne dérogent jamais à la loi naturelle qui les régit, ils ne savent pas tricher. Aussi, faudra-t-il toujours davantage être plus vigilant pour que l'effectivité des réformes soit assurée. Sur quel levier appuyer alors pour sauver l'école sénégalaise ? 2. Esquisse de remède possible. Le PDF n'est pas en question ici, ce qui est en cause c'est son application. L'argent affecté aux inspections d'académie doit périodiquement être contrôlé. Des inspecteurs d'État doivent être fréquemment envoyés dans les lycées et collèges pour contrôler le travail des intendants et des comptables dans les inspections. À ce titre, il faut souligner qu'il y a trop de séminaires sans enjeu ni résultats pratiques qui coûtent cher. L'argent destiné à l'éducation n'arrive pas toujours à destination, ou est en tout cas mal affecté du point de vue des priorités. En ce qui concerne le cancer actuel du système, à savoir la vacation et le volontariat, il est urgent de revoir sans délai le mode de recrutement et de sélection. La scolarisation universelle est un objectif noble, mais la scolarisation ne peut pas se réduire à une simple alphabétisation. Or, des individus qui ont depuis belle lurette perdu tout contact avec les livres et cahiers inondent aujourd'hui, on ne sait par quels moyens, les classes. Sur ce point précis, la décentralisation du recrutement n'a pas du tout atteint les objectifs escomptés. Il faut nécessairement que les épreuves soient corrigées par des jurys nationaux et que les résultats soient affichés au niveau national. Cela a un coût, mais c'est le prix à payer pour plus de transparence dans le mode de recrutement. En ce qui concerne la correction des épreuves du bac, excepté en philosophie, il y a beaucoup de professeurs qui ne siègent pas alors qu'ils peuvent être mobilisés pour la double correction. C'est cher, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour le cas du lancinant problème des foyers socio-éducatifs, il faut dire qu'ils sont les rares structures sociales au monde où la gestion est exclusivement l'affaire des médiocres. Nos meilleurs élèves ont depuis longtemps boudé ces machines à faire la grève et à aspirer l'argent des politiciens déboussolés et des autorités frileuses. Aussi, faut-il légiférer là-dessus pour exiger que seuls les élèves qui font de bons résultats soient habilités à diriger ces structures. Un étudiant dont l'obtention du bac est douteuse et qui fait une première année périlleuse, ne peut pas, s'il dirige une grève, souhaiter une année universitaire normale. Un élève qui a déjà un pied en dehors de l'école, ne peut pas souhaiter une année scolaire normale. Il est alors temps de mettre de l'ordre dans les écoles et universités, pour éviter la promotion des médiocres. Pour enfin, ce qui concerne le délicat problème des cours particuliers, il faut absolument que le temps de travail des inspecteurs de spécialité soit garni. Il est possible de faire contrôler ces cours par les inspecteurs de spécialité pour éventuellement sanctionner ceux qui seraient coupables de pratiques illicites. Au total, la seule volonté politique ne suffit pas pour résoudre les problèmes que vit notre système éducatif. Il faut plutôt du courage politique pour le révolutionner. Il n'y a pas de pire service qu'on peut rendre à une nation que de la laisser être rongée par un système éducatif défectueux, et il n'y a pas de pire manière de rendre un système défectueux que de lui affecter des agents qui n'y sont que par pure nécessité. L'école sénégalaise, un berceau d'indiscipline et de désordre. Un ancien Premier ministre français 6 rêvait d'une école berceau de la République, c'est-à-dire d'une école qui, par le façonnage et la formation qu'elle assure aux jeunes citoyens, prédisposerait celui-ci à une vie républicaine, à une citoyenneté respectueuse des principes et valeurs de la République.
Un enseignement de qualité étant inséparable d'une éducation morale et civique solide, l'école devrait être à la fois un creuset d'excellence et une propédeutique à la vertu ou à la vie en communauté. Cet utopisme est la marque des grands hommes, mais le drame encouru ou vécu par ces hommes réside dans le fait qu'ils sont toujours incompris, et que leurs idées sont travesties par des forces du désordre et de la déconstruction. On peut tout refuser à Senghor, mais on est obligé de lui reconnaître un humanisme patent qu'il a très tôt tenté de faire passer et mûrir par l'école sénégalaise. La loi d'orientation indique clairement la volonté de produire, par le biais de l'école, un type de citoyen bien enraciné dans les valeurs africaines et pleinement respectueux des valeurs universelles qui fondent le dialogue des cultures et la complémentarité dans le respect de la différence. Hélas, la situation que vit actuellement l'école sénégalaise est aux antipodes des visées susmentionnées. Le culte de l'excellence est remplacé par la promotion de l'indiscipline, et le respect de l'éthique sociale y est devenu un signe de faiblesse ou de dégénérescence intellectuelle. La frontière entre l'école et la politique étant complètement dissoute, les espaces scolaires sont devenus des arènes où s'affrontent les forces politiques adverses ou, à défaut de cela, des intérêts ou passions souvent sans ancrage dans le domaine de l'éducation. Le symptôme de ce désordre total est clairement perceptible dans une sorte de morale des faibles, curieusement bien ancrée dans les consciences des différents acteurs. Parents d'élèves, enseignants, élèves et autorités étatiques. Les autorités de ce pays ont commis le crime impardonnable de persuader les activistes que le fait d'être un leader de grève constituait un moyen de pression et, par conséquent, de promotion individuelle. La quasi-totalité des grévistes de ce pays ont des entrées occultes dans les ministères de tutelle et des avantages personnels que les travailleurs les plus assidus, les plus productifs et les plus dévoués n'ont réussi à avoir durant toute leur carrière faite de sacrifices. Des autorités qui courbent et échinent même lorsque le droit est de leur côté ne méritent pas une école pacifiée gage de l'excellence. Qui sème le vent récolte la tempête, dit l'adage. L'histoire des ministres de l'Éducation au Sénégal a montré que des ministres déçus par les prises de position de leurs protégés ont fini par avouer s'être trompés ou être victimes de trahison. Les choses qui se font dans ce domaine sont loin de l'orthodoxie d'une gestion rigoureusement technique des problèmes syndicaux. Il y a de l'amateurisme dans la manière dont la crise de l'école est gérée depuis quelques années. C'est vrai que l'école ne peut pas être à l'abri de toute grève, mais le désordre qui s'y passe ces temps-ci dépasse la limite de la décence et de la normalité. Les élèves, quant à eux, sont tellement victimes des mutations brusques de la société qu'ils se sont forgés une morale de fortune qu'ils utilisent comme baromètre pour évaluer les enseignants. Les enseignants ponctuels, assidus, rigoureux, bref, ceux qui sont les plus irréprochables du point de vue de la déontologie et de celui de la qualité de leur travail font souvent l'objet de colibés avilissants et de désaffection de la part des élèves. En ce qui concerne les organisations comme les foyers et les clubs, on dirait que c'est la médiocrité qui est le critère de la sélection. Les bons élèves ne fréquentent même pas ces structures, et on est en droit de se demander si leur fonction actuelle n'est pas tout bonnement une consolation destinée aux médiocres, pour leur donner le sentiment qu'ils ont une place à l'école ou que celle-ci a besoin d'eux. Les enseignants de leur côté ont été submergés par une nouvelle race de grévistes n'ayant et ne pouvant avoir d'existence qu'à travers des gesticulations, prenant de plus en plus l'allure de gaminerie syndicale qui dénature l'école. Ce qui est surtout désolant en la matière est que les discours sont rarement faits dans la langue française et si par hasard, ils sont tenus en français, c'est l'expression la plus authentique d'une baisse de niveau aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. Il en est ainsi dans le monde syndical comme dans celui de la politique. C'est la grégarité qui fait office de critère de vérité. L'essentiel n'est plus d'avoir raison, ni même d'être pertinent. Ce qui importe c'est de savoir créer l'illusion, la confusion, le tintamarre et l'attitude belliqueuse, même sans raison envers les autorités. Les chefs d'établissement sont eux-mêmes souvent coupables de manque d'autorité, car à force de subir la pression psychologique due au chantage affectif, il leur arrive de céder sur des points qui devraient être des fondamentaux non négociables. La confection des emplois du temps est devenue un casse-tête pour certains chefs d'établissement, car ils veulent libérer certains poulains, pour leur permettre une vacation, dans le privé, elle-même cupide et souvent déshonorante. Dans le monde scolaire on ne parle plus que d'argent,
d'où les séminaires et autres forums inutiles sont très prisés et font l'objet d'une avidité étonnante. Les réunions pédagogiques sans indemnité journalière sont systématiquement boudées ou, si par extraordinaire, elles sont régulièrement tenues, elles le sont avec une précipitation et un empressement qui attestent largement que les gens qui les tiennent le font malgré eux. On raconte officieusement que certains séminaires n'ont aucune vocation pédagogique, et ne se justifient que par un souci de consommer de l'argent qu'on n'a pas envie de retourner au trésor public. Les parents d'élèves ont cependant une très grande part de responsabilité dans ce vaste désordre qui secoue l'école sénégalaise. Lorsqu'on envoie des enfants à l'école sans se donner le temps de contrôler ce qu'ils y font, lorsque la télé et l'Internet prennent progressivement la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.